13 mai 1958. Paris. Il est 17 heures. À 4000 kilomètres de là, à Alger, des soldats français prennent d'assaut le bâtiment du gouvernement. Des généraux menacent de parachuter leurs troupes sur Paris. La France est à 2 doigts de la guerre civile. Et au milieu de ce chaos, un seul homme reste silencieux dans sa maison de campagne. Il s'appelle Charles de Gaulle. Il a 67 ans et il attend. Voici ce qui s'est vraiment passé ce jour-là. Pour comprendre le 13 mai, il faut remonter 4 ans en arrière. Depuis 1954, la France est engloutie dans la guerre d'Algérie. Une guerre brutale, sans fin visible, qui divise le pays en deux. D'un côté, ceux qui veulent maintenir l'Algérie française. De l'autre, ceux qui veulent négocier l'indépendance. Mais le vrai problème, c'est Paris. La 4e République est paralysée. En 12 ans d'existence, elle a déconnu 22 gouvernements différents. 22. Certains ont duré moins d'1 semaine. Le pays n'a plus de cap, plus de direction, plus de leadership. Le 15 avril 1958, le gouvernement Gaillard tombe. La France se retrouve sans gouvernement pendant 28 jours. 28 jours de vide total au sommet de l'État. Pendant ce temps, la guerre continue. Les soldats meurent. Et à Alger, la colère monte. 13 mai 1958. Ce jour-là devait être banal. Un nouveau Premier ministre, Pierre Pflimlin, allait être investi par l'Assemblée nationale. Mais Pflimlin était connu pour une chose. Il voulait négocier avec le FLN pour les partisans de l'Algérie française. C'était une trahison inacceptable. À midi, des voitures équipées de haut-parleurs sillonnent Alger. Le message est simple, manifester. À 14 heures, grève générale, les magasins ferment. À 17 heures, un homme en uniforme de parachutiste grimpe sur une estrade devant le bâtiment du gouvernement général. Il s'appelle Pierre Lagaillarde. Il a 26 ans. Et il lance ses troupes à l'assaut. En quelques minutes, le bâtiment est pris. Le général Massu, héros de guerre respecté, se retrouve propulsé à la tête d'un comité de salut public. Il envoie immédiatement un télégramme à Paris. Le message est clair. Envoyé de Gaulle, où nous prenons le pouvoir par la force. À Paris, les députés paniquent. L'armée pourrait marcher sur la capitale. Ce n'est pas une menace en l'air. Des parachutistes sont déjà en alerte. La Corse tombe aux mains des putschistes le 24 mai. Paris pourrait être la prochaine étape. Et de Gaulle, il est dans sa maison de Colombey-les-Deux-Églises. Il reçoit le message de Massu. Et le lendemain, 15 mai, il répond en 5 mots. Je suis prêt à assumer les pouvoirs de la République. Ce que personne ne dit sur cette période, c'est que de Gaulle a joué un jeu extraordinairement habile. D'un côté, il ne condamne jamais officiellement le coup d'État d'Alger, ce qui lui permet de garder le soutien des militaires. De l'autre côté, il rassure les républicains en déclarant publiquement le 19 mai. Croyez-vous qu'à 67 ans, je vais commencer une carrière de dictateur? Le 29 mai, le président René Coty prend une décision historique. Il fait appel au, je cite, plus illustre des Français. Il menace même de démissionner si l'Assemblée refuse. Le 1er juin 1958, Charles de Gaulle est nommé président du Conseil, le dernier de la 4e République. 3 jours plus tard, il s'envole pour Alger. Devant une foule immense, il prononce 4 mots qui resteront dans l'histoire. Je vous ai compris. 4 mots volontairement vagues. Chacun y entend ce qu'il veut. Les partisans de l'Algérie française crient victoire. Les indépendantistes espèrent. De Gaulle, lui, sourit. Mais voici ce que les livres d'histoire ne racontent jamais.
Derrière ce retour triomphal, il y avait une mécanique secrète, des hommes de l'ombre qui travaillaient depuis des semaines pour préparer le terrain. Jacques Foccart, l'homme le plus discret de la politique française, orchestré depuis Paris, un réseau de contacts entre les gaullistes et les militaires d'Alger. Des réunions secrètes, des coups de téléphone cryptés, des messages transmis de main en main, et Alain de Boissieu, le gendre de Gaulle lui-même, faisait la navette entre Colombey et les cercles militaires. La rue de Solferino, siège du mouvement gaulliste, bourdonnait comme une ruche 24 heures sur 24. Ce que le grand public ne savait pas, c'est que de Gaulle n'attendait pas passivement. Il jouait une partition extraordinairement précise, trop tôt, et il passait pour un putschiste, trop tard, et un autre prenait sa place. Il fallait arriver au moment exact où la France n'avait plus d'autre choix que lui. Ce moment, il l'avait calculé depuis 12 ans, depuis le jour où il avait quitté le pouvoir, en 1946, en disant simplement « Je reviendrai ». Ce 13 mai 1958 a tout changé. La 4e République mourut officiellement le 3 juin, engloutie par sa propre incapacité. La 5e République, celle qui gouverne encore la France aujourd'hui, naît directement de ce coup de force d'Alger. De Gaulle obtiendra les pleins pouvoirs, rédigera une nouvelle constitution approuvée par référendum en septembre 1958 et deviendra le premier président de la 5e République en janvier 1959. Quant à l'Algérie, ironie de l'histoire, de Gaulle, celui que les partisans de l'Algérie française avaient appelé pour la sauver, accordera finalement l'indépendance algérienne en 1962. Ceux qui l'avaient emporté au pouvoir se sentiront trahis. Certains tenteront même de l'assassiner. Un seul homme, un seul jour, et 65 ans d'histoire de France qui bascule. 65 ans plus tard, l'héritage de ce 13 mai est partout autour de nous. La Constitution que de Gaulle a rédigée après ce coup de force, c'est elle qui organise encore aujourd'hui les élections françaises, les pouvoirs du président et le fonctionnement du gouvernement. L'Élysée, que tu vois chaque soir aux informations, c'est la maison que de Gaulle a occupée grâce à ce jour-là. Et la prochaine fois que tu entendras parler de la 5e République, souviens-toi, elle est née un 13 mai, dans le chaos, dans la peur, et grâce à un homme qui savait exactement quand sortir du silence. Abonnez-vous à « Ce jour-là », un fait historique choquant, chaque jour.